Alors, nous avons intitulé cette table ronde « Chirurgie illégale ». Prenez siège. J'ai 2-3 diapos. L'idée, très clairement, est un regard croisé, même si nous avons 2 confrères médicaux, mais d'avoir un regard croisé entre un praticien et puis le regard du politique. Comment ? Un ignare sur cette chose que l'on a vu paraître un peu dans les journaux, chirurgie illégale. Alors, juste pour rapidement mettre en place le débat, rapport de l'AFC, enfin, communication de l'AFC il y a 2 ans, 2017, différence significative dans le cancer du pancréas entre les centres en France qui font cette chirurgie dans des hauts volumes, des bas volumes. Juin, l'année dernière, rapport de la CNAM sur le cancer du sein, avec un seuil normalement en France de 30 chirurgies réalisées normalement dans un centre pour pouvoir avoir l'agrément. Différence significative de survie, même à long terme. Et donc du coup, voilà, octobre, M. Véran dénonce ça et voulait voir comment rendre obligatoire ces seuils qui sont aujourd'hui normalement reconnus. Alors, juste pour terminer l'actualité, il y a quelques mois, une tribune dont certains chirurgiens sont ici, qui ont signé justement pour de nouveau défendre ces seuils en chirurgie oncologique. Alors, juste une première question très rapide. Chirurgie illégale, qu'est-ce que l'on définit pour vous comme chirurgie illégale? Olivier? Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je ne parle pas de chirurgie illégale, ni dans l'article de loi du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans lequel j'ai fait adopter cette mesure, ni dans aucune intervention. Ce n'est pas illégal. À la rigueur, pratique irrégulière, puisque c'est plutôt les règlements qui prévoient aujourd'hui des seuils en dessous desquels des établissements et ou des équipes de chirurgiens, normalement, n'ont pas vocation à réaliser des interventions lourdes de chirurgie carcinologique sur leurs malades, sauf des situations particulières telles que la chirurgie d'urgence, ou lorsque, au cours d'une intervention abdominale, vous découvrez qu'en fait il y a un cancer ovarien. Dans ce cas-là, évidemment, c'est reconnu, je crois, par les normes comme étant possible. Mais en revanche, la politique des seuils en chirurgie carcinologique, elle a pour objectif de réduire la morbidité, la mortalité des patients et des patientes concernés, et elle repose sur des conférences de consensus, sur des pratiques professionnelles. Ce n'est pas une norme franco-française, on est même plutôt assez faiblard sur un certain nombre de normes en France au regard de nombre de pays qui peuvent nous entourer. Et je sais qu'il y a en parallèle de cela une réflexion qui est menée sur le relèvement des seuils dans certains cancers, notamment je crois le cancer du sein, mais bon, c'est tout ça du domaine de l'expertise professionnelle. Donc ces seuils existent, et pourtant on constate que s'il y a certains secteurs dans lesquels il y a eu des progrès, notamment le cancer du sein par exemple, dans d'autres domaines carcinologiques, ça reste encore extrêmement problématique, et avec des études tant françaises qu'européennes qui montrent qu'il y a un surrisque de morbidité-mortalité. Et puis il y a un dernier sujet, qui est le sujet de certains cancers pour lesquels il n'y a pas encore de seuil en tant que tel. Le cancer de l'ovaire ne fait pas encore l'objet de seuil stricto sensu, mais on sait très bien que, et les études le montrent, qu'il faudrait évidemment instaurer des seuils dans cette chirurgie. Dans le cadre du cancer de l'ovaire, selon que vous ayez plus ou moins de 20 interventions par an dans le centre concerné, la mortalité varie de 1 à 2,2, que ce soit à quelques jours de l'opération, que ce soit à 3 mois ou que ce soit à long terme. Donc c'est une difficulté. Mais je ne vais peut-être pas faire un monologue, vous allez peut-être me poser d'autres questions que celles que vous m'avez posées. Donc c'est moins illégal qu'irrégulier. Il y a une évolution des pratiques très nette vers, je dirais, de meilleures pratiques qui est observée de façon générale en France, mais encore un certain nombre de situations problématiques. C'est pour cela que, suite au rapport chargé produit de l'assurance maladie et suite aux recommandations des autorités scientifiques, j'ai proposé un dispositif qui est le suivant, c'est que si un ou une malade est opéré dans un centre qui ne dispose pas de l'agrément pour la chirurgie concernée, et si ça ne correspond pas aux dérogations que j'ai citées tout à l'heure, eh bien l'assurance maladie pourrait être autorisée à demander le remboursement, non pas par le malade évidemment, mais par l'établissement dans lequel le patient a été opéré. Parce qu'actuellement, la sécurité sociale ne peut pas refuser de payer l'établissement par convention. En fait, ce que j'ai découvert en étudiant ce dossier, c'est qu'il n'y a aucune correspondance entre la main gauche qui accorde l'autorisation et la main droite qui finance. Donc, je veux dire, quand il y a une obligation sans sanction et qu'il y a une obligation sans évaluation, l'obligation
elle est rarement respectée de façon aussi fine que lorsqu'il y a une évaluation et une sanction. Donc oui, maintenant, il y aura une correspondance systématique entre l'autorisation et le remboursement. L'assurance maladie disposera de ces données et pourra, pas systématiquement, mais elle pourra, lorsqu'elle considérera que c'est un problème, venir demander le remboursement des soins à l'établissement. J'imagine que précédera à cette phase d'exigence de remboursement une visite à l'établissement pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les malades ont été opérés dans cet établissement, etc. Alors, on va donner la parole à Jean-Robert et on reviendra sur toi. Le seuil, j'allais dire, on le sait, c'est publié, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour ce qui était la cancer du sein, les gens qui n'opéraient pas dans ces hauts volumes, plus de 30%, 16% des centres n'avaient pas de, de service de radiologie, 51% pas de service de médecine nucléaire, 70% pas d'anapathe sur place. Donc au-delà des seuils, comme garant d'indicateurs de qualité, est-ce qu'il n'y a pas avant en amont de garantir un plateau technique? Alors la chirurgie du pancréas, la chirurgie de l'œsophage qui nous concerne, est-ce que c'est le seuil en premier ou un plateau technique à garantir? Et donc du coup après j'irai avec Olivier Véran sur cette graduation des établissements, d'avoir un peu comme les maternités, où on en est sur des services. Voilà. Jean-Robert? Moi, je dirais que le plateau technique prévaut probablement sur le chirurgien, encore que dans tous les papiers, j'avais préparé quelques diapositives, mais on va peut-être s'en passer, mais dans tous les papiers, il y a une combinaison entre expertise chirurgicale et qualité du plateau technique qui sort de façon extrêmement significative. C'est-à-dire qu'il faut l'expérience du chirurgien plus un plateau technique qui est indispensable. Mais alors moi j'ai été très choqué par le titre illégal, parce que ne peut être illégal que s'il y a des références opposables. Or aujourd'hui il n'y a rien d'opposable. Donc illégalité, vous l'avez dit hein, d'ailleurs très très bien. Moi je crois que, alors je ne parle que les éléments dont je connais un peu les tenants et les aboutissants. On a passé 1 an et demi à travailler pour essayer d'écrire des recommandations sur le cancer du pancréas. Les seuils, ça me paraît très compliqué parce qu'il y a 2 paramètres qui sont très importants. C'est le nombre de centres qu'on peut considérer comme à très haut volume et qui, si on ne staffe pas les équipes et ne sera pas capable d'assurer les soins de l'ensemble des malades. Et puis il y a l'accès des malades à ces centres. Parce que tout le monde n'habite pas Paris intramuros. On en parle souvent avec Olivier de ça. Nous, dans notre région, les malades, ils viennent parfois de très très loin. Et quand ils ont peu de moyens, qu'ils ne sont pas très bien entourés, l'accès pour eux, il est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. C'est peut-être plus simple dans un petit pays comme la Hollande, où on dit en Hollande, on a tout centralisé, c'est très facile. C'est un tout petit pays. Le training a été très exploité par les chirurgiens néerlandais. Ils visitent les hôpitaux, ils montent le niveau des hôpitaux que les Américains appellent affiliate. Voilà. Chez nous, c'est plus compliqué. Et aux États-Unis, c'est un échec retentissant. Il y a un papier qui est sorti au mois d'avril, très récent, dans le JAMA, qui montre que la mortalité post-opératoire, œsophage, pancréas, barectome, œsophage, pancréas, barectome, hépatectomie majeure. Il montre que dans les affiliates, c'est-à-dire les hôpitaux pour lesquels ils ont essayé de faire du training, ils les ont amalgamés, il n'y a pas de transfert d'un hôpital à l'autre. Hein. La mortalité, elle est multipliée par 2. Donc le système américain est un tout petit peu en échec quand même. Et donc la conclusion du papier, c'est ça, c'est de dire, affiliate, ça ne marche pas. Il va falloir trouver un autre système. Ça serait peut-être encore pire la mortalité s'ils n'étaient pas du tout affiliés. Ça les a peut-être fait déjà quand même grimper. Oui, voilà, alors c'est ce qu'on disait. On disait déjà, bon, s'ils n'étaient pas affiliés, la mortalité... Alors juste, du coup, la graduation des établissements sur... parce que je veux dire, ça pourrait régler, j'allais dire, naturellement, certains plateaux. Moi, j'ai une question avant. Si le plateau technique n'y est pas, l'activité ne pourrait pas y être. J'ai une question avant, parce qu'on confronte 2 domaines qui sont les médecins d'un côté et la politique de l'autre.
est-ce que tout le débat ne part pas du principe qu'on a établi que tout le monde devait avoir accès aux soins de la même façon qu'on soit sur le territoire, qui est une décision politique, qui est complètement fausse. Mais ce n'est pas que pour le soin, c'est pour tout. C'est-à-dire que si moi j'habite en plein centre de Marseille, je pourrais demander à avoir le même air pur que quelqu'un qui habite en Auvergne. Et je ne l'aurai jamais. Et quand on dit que quelqu'un qui habite au milieu de l'Auvergne, il va avoir accès rapidement, dans les mêmes conditions, à toute la pathologie, c'est pas que la chirurgie, hein, c'est le pontage coronarien, c'est l'angioplastie, c'est tout ce qu'on veut, c'est faux. Donc c'est un problème de courage politique, enfin, je me veux volontiers provocateur, hein, d'avoir dit ça et de rester enferré là-dedans. Parce que si on dit il n'y a plus cette égalité, parce qu'elle n'existe pas, il y a des avantages à être à la ville, il y a des inconvénients, et qu'on dit il va falloir que les patients voyagent, ça pose un problème. Mais si on dit il va falloir que les patients voyagent, mais on va organiser le voyage, c'est différent. Parce qu'on parle à la place des malades. Moi, si j'ai un cancer du pancréas ou si j'ai un pontage coronarien à me faire faire, je préfère faire 100 bornes, si on me dit c'est là que vous avez le moins de chances de mourir, que d'aller à côté de chez moi. Mais ça, on ne l'explique pas aux gens. Et on n'organise pas le fait qu'on puisse les faire voyager pour faire les 100 bornes. On dit, bah oui, mais alors il va falloir qu'ils voyagent, ils ne veulent pas. Déjà, on répond à leur place. Et après, on n'organise pas les choses pour que ça se fasse. Donc, est-ce qu'il ne faut pas des centres, pas à haut volume? Je pense que le volume, c'est peut-être pas la bonne solution, c'est des centres experts. Parce qu'on peut faire avec des volumes moindres et être très bon. Donc, c'est des centres experts, les définir et organiser le fait que les malades puissent se déplacer facilement, qu'ils soient en Auvergne ou pas. Mais est-ce que la racine du problème ne vient pas d'un problème politique, de courage politique, de dire non, on n'est pas tous égaux sur le territoire? Il n'y a pas que du courage politique. C'est vrai qu'il y a une ambivalence des pouvoirs publics. Quand on dit il faut accéder en 30 minutes à une maternité où qu'on soit sur le territoire national, et que dans le même temps on dit il faut une certaine activité pour garantir la sécurité de l'accouchement, on sait très bien qu'on est dans l'ambivalence. Ça c'est clair. Et quand en plus on va considérer les inégalités sociales, parce que vous êtes CSP+, et en plus vous êtes sachant, ça fait 2 bonnes raisons pour vous de savoir qu'il vaut mieux faire 100 bornes de plus pour aller vous faire opérer dans un centre expert qu'aller vous faire opérer dans l'hôpital du coin. Après, il y a aussi 2 types de professionnels. Il y a le professionnel qui va dire « je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas les références pour pouvoir mener cette chirurgie à bien, je vous adresse vers un centre expert », et vous avez le professionnel qui dit « ça va être trop long d'aller là-bas » ou « je me sens de le faire, quelles qu'en soient les raisons », et qui va dire « je prends la responsabilité de vous opérer dans mon centre alors que je n'ai pas la pratique, etc. » Donc c'est des sujets qui sont différents. Sachant que le deuxième sujet repose grandement sur la capacité aux professionnels de décider ce qu'ils estiment être en mesure de faire ou de ne pas faire. Donc oui, il y a un problème d'organisation des soins sur notre territoire, et lorsqu'on gradue les soins en allant vers des traitements très spécifiques, comme une chirurgie carcinologique par exemple, en tout cas certaines chirurgies carcinologiques, ça pose encore plus de problèmes. Et si encore une fois, vous avez l'inégalité sociale de santé qui est criante. Et quand on regarde les études par niveau social de patientèle considérée, vous avez la mortalité encore beaucoup plus importante du fait de ce biais chez les patientes dans le cadre du cancer du sein qui ont peu de moyens par rapport à celles qui ont les moyens. Donc c'est une situation qui n'est pas acceptable. Alors j'entends bien ce que vous dites sur le JAMA, je lirai parce que je n'ai pas lu le papier dans JAMA, effectivement il est récent et j'ai beaucoup de trucs à côté de la chirurgie cancéro, mais je le lirai. Par contre le modèle hollandais, moi je pense pas qu'il faille l'évacuer en considérant la taille du pays. Le modèle hollandais il date de 2006 je crois, il a été réactualisé en 2012 ou 2014, je ne vais pas dire de bêtises, mais si je le résume, il repose sur des centres experts avec des équipes qui ont atteint les niveaux de seuil et des centres qui sont des centres ressources ou qui vont avoir un certain nombre de patients ou patientes qui vont aller vers ces centres, et les chirurgiens de ces centres vont dire, non pas des centres secondaires, mais des centres ressources quand même, et vont aller contacter les chirurgiens et les équipes des centres experts, et les chirurgiens des centres experts vont venir opérer les malades dans les centres secondaires, enfin dans les centres ressources, où certains malades vont être directement adressés dans les centres experts. Et je crois que les résultats qu'ils ont publiés, les Hollandais, sont plutôt pas mauvais. Alors oui, on a effectivement un effet taille mais ce que je veux vous dire, c'est que est-ce que la coopération entre professionnels, entre équipes, entre établissements, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est satisfaisante en France? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que les équipes se parlent suffisamment? Est-ce que les liens sont assez fluides? Est-ce que l'accessibilité pour les malades dans les centres d'expertise est garantie quand les malades ne sont pas recrutés par ces centres? Est-ce que les difficultés qu'il peut y avoir en termes de réglementation, de sécurité en cas de pépin, de financement, de répartition de l'enveloppe, de primes de mobilité pour les chirurgiens concernés, est-ce que ces problèmes-là aujourd'hui sont réglés? Je n'en ai pas l'impression pour avoir écouté un certain nombre de vos confrères. Donc peut-être qu'il faut commencer par là.
peut-être qu'on pourrait aller vers des procédures de coopération qui fait qu'un centre ne se ferait pas privé de la possibilité d'accueillir, de suivre, de bilanter, voire d'organiser la chirurgie d'un patient qui a le cancer. Mais par contre, une meilleure coopération. Les groupements hospitaliers de territoire peuvent être une échelle intéressante lorsqu'ils existent de bonne façon. Mais moi, je pense qu'il faut davantage que les gens se parlent. À l'échelle de ma région, par exemple, qui est la région Aura, si je prends la périphérie grenobloise, je crois qu'il y a 30 ou 35 cancers de l'ovaire par an. Ça ne fait pas beaucoup. Ça justifie presque, normalement, un seul centre pour opérer les patients. Or, on sait qu'il y a plusieurs centres qui vont accueillir des malades. Si on élargit au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on monte à un peu plus de 200 patients. Donc ça commence à devenir intéressant de penser la logique de coopération à l'échelle régionale. Donc oui, ça fait des bornes, oui, vous avez raison, il faut organiser les transports, etc. Mais je pense que c'est une façon de procéder qui serait, à mon avis, moins binaire que celle consistant à dire vous n'avez pas le droit d'opérer parce que vous n'avez pas l'activité. Sinon, on ne leur donne jamais la possibilité d'acquérir l'expérience et l'expertise. Or, il faut former aussi des chirurgiens ailleurs. Et donc cette logique de coopération, moi, je souhaite qu'on puisse la mettre en place. Il n'y a aucun frein législatif à cela. Il faut l'accompagner, probablement financièrement aussi. Je pense que les agences régionales de santé, les centres de lutte contre les cancers ont vocation à financer la coordination, des postes de coordination pour pouvoir organiser ces filières de soins. Et après, on parlait de la Hollande tout à l'heure, mais en France, on n'est pas des anglo-saxons et des nordistes, on est quand même plus des latins. Donc on n'est pas dans cette conformation-là. Vous parlez du rapport. C'est quoi le problème à l'heure actuelle? Si on sort de la chirurgie du cancer, si on prend un autre exemple, parce qu'on va dire on rabâche toujours sur le cancer. Si je suis chirurgien vasculaire, j'ai été formé pour ça. Entre guillemets, je prends mon pied en faisant des aortes, des carotides, etc. Si on m'explique maintenant qu'il faut que je les envoie dans un autre centre et que moi je vais faire que des varices, la collaboration, il va falloir qu'on m'explique où je la prends. C'est quoi? C'est de l'argent qu'on va me donner en compensation? C'est quoi qui va faire que j'ai choisi un métier et que je vais me retrouver à faire quelque chose dans mon centre qui ne correspond pas à ce que j'ai choisi? Après, si on dit le chirurgien qui voit le malade, il va l'opérer sur un plateau technique ou un centre expert avec le chirurgien et tout, c'est un peu différent, mais ça aussi, ça s'organise. Bah oui, voilà. C'est le système hollandais. Le système hollandais repose là-dessus. C'est-à-dire que le chirurgien qui s'est vu adresser le malade au titre de l'expertise va aller opérer le malade avec le chirurgien qui lui a adressé. En tout cas, il lui propose. Donc oui, c'est bien sûr que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Sinon, ça ne marche pas. Si on est dans la délégation de compétences de médecin à médecin, ça ne marchera pas plus que dans la délégation de compétences de médecin à soignant. Évidemment, pour les raisons que vous avez évoquées notamment. Et je peux parfaitement le comprendre. Si c'est un travail d'équipe, en plus c'est intéressant d'être capable aussi de se former, de gagner en expertise auprès d'un professionnel qui a l'expérience pour ça. Donc c'est enrichissant dans sa pratique professionnelle. Je crois qu'honnêtement, les barrières, on me dit, il y a peut-être des barrières de financement entre établissements. Je ne crois pas que ça doit être un problème. Je crois que l'enjeu de santé publique, quand on a une mortalité, je suis désolé, qui est multipliée par plus de 2 selon les conditions dans lesquelles les malades ont été opérés, c'est ça qui prime. Le reste, les règles de financement, de répartition d'enveloppe, quelques milliers d'euros, ça s'organise. Ça s'organise. On a plein de possibilités, on peut l'expérimenter à la demande des professionnels. Il y avait l'article 51 dans le premier budget de la Sécu de ce quinquennat. Il y a plein de façons assez simples aussi d'organiser, plus simple que l'article 51, un accord de l'ARS, un poste de coordination, des équipes qui se parlent. Mais je veux dire, c'est aussi souvent comme ça c'est aussi là-dessus qu'on échoue. On ne se parle pas suffisamment entre équipes. Je prends l'exemple de la neurologie, qui est ma discipline. C'est pareil. Il a fallu beaucoup de temps pour que les neurologues vasculaires des UNV commencent à aller voir les neurologues des hôpitaux généraux pour leur dire attendez, on va peut-être mettre en place des filières, on ne va pas vous piquer tous les AVC jeunes, on va travailler davantage avec vous, on va faire de la télémédecine, la téléradiologie. Voilà, il faut avant tout que les médecins, les équipes se parlent entre elles. Je pense que c'est la base de tout. Quand c'est les administrations, quand c'est les services hospitaliers, les directions ou les ARS qui disent c'est comme ça qu'il faut vous fonctionner, ça marche quasiment jamais. Donc les équipes ont vocation à se parler. Et je pense que dans le domaine de la chirurgie cancéro, c'est un domaine dans lequel il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Enfin, sauf si vous pensez le contraire. Je n'ai pas votre expertise, mais ça marche chez pas mal de voisins. Voilà. Je ne pense pas du tout le contraire. Je pense qu'une des premières façons d'arriver à réguler les choses, je ne peux parler que ceux que j'ai approchés, ou voilà, pour lesquels j'ai une certaine expertise. La première chose, par exemple pour le pancréas, mais c'est pareil pour l'œsophage, pour les hépatectomies complexes, la première chose, c'est de dire, vous ne pouvez pas assumer, même si vous en avez la compétence technique, vous ne pouvez pas assumer le malade, parce que ce qui prime avant tout, c'est d'avoir une radiologie interventionnelle disponible 24 heures sur 24 et une réa ouverte 24 heures sur 24. C'est ce que les anglo-saxons appellent « failure to rescue ». C'est-à-dire ce qui change le taux de mortalité post-op, c'est la prise en charge des complications dans la chirurgie complexe. C'est la prise en charge des complications qui fait basculer le taux de mortalité.
Bien sûr que le chirurgien qui techniquement est capable de remplacer facilement la veine ou de faire un pont vasculaire parce qu'il est transplanteur, bien sûr que ça améliorera probablement un petit peu les choses. Mais ce qui va faire basculer le pourcentage terrible de mortalité post-op, c'est la prise en charge de, je m'excuse du terme, de l'emmerdement grave post-opératoire. C'est ça qui va faire changer les choses. Donc la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de dire, écoutez, si vous voulez faire cette chirurgie, il faut que vous ayez à votre disposition un service de radiologie interventionnelle qui est joignable 24 heures sur 24 et une OREA qui est capable d'assumer les malades 24 sur 24. Avec un tout petit bémol. On n'a pas les études en France pour la simple raison qu'on n'a pas l'évaluation professionnelle par professionnel en France. Ce n'est pas un truc qui est rentré dans les mœurs. Mais il y a un certain nombre de pays dans lesquels les études ont été faites qui montraient qu'à niveau d'équipement d'établissement identique, la pratique du chirurgien avait un impact qui était important. Dans la pratique, le niveau de pratique du chirurgien. C'est-à-dire, on sait que le niveau d'équipement de l'établissement et la pratique sur l'établissement et la pratique du chirurgien, prises indépendamment, ont une influence, un impact important sur la morbimortalité. Alors, juste parce qu'il y aura peut-être une question dans la salle, parce que je voudrais pas, on avait dit qu'on avait un timing serré. Juste alors aussi être provocateur, je veux dire, nos CHU sont asphyxiés, nos hôpitaux sont asphyxiés, je veux dire, en activité, le personnel, les anesthésistes, je pense qu'il y a partout, nos salles, on ne peut pas les faire tourner. Donc si même si c'est accompagné, coordonné, voilà, ça va être un surplus d'activité pour certains centres. Comment aussi on peut accompagner ces centres pour arriver où on a... Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous un peu des fois... ça veut dire que centre référent, à l'inverse, certaines pratiques ne les feront plus. Enfin, je veux dire, réfèrent d'autres chirurgies plus banales dans un autre centre et se gardent ces chirurgies complexes. Ou moyen. Enfin voilà, comment on accompagne aussi le surplus d'activité pour que ce soit qu'on n'augmente pas les délais pour une prise en charge d'un cancer. L'idée du CHU comme hôpital référence dans un territoire, l'idée des ordonnances Debré, elle a été battue en brèche très rapidement par les évaluations qui ont été faites. Le taux de recours d'un CHU en France, il est de 8%. Ça veut dire que 92% de l'activité d'un CHU, c'est l'activité de proximité, l'activité courante. Le taux de recours d'un CHU, c'est 8%. Vous avez 3 établissements en France qui dépassent les 15% de taux de recours. Ce sont 3 ESPIC qui sont très spécialisés. Un qui est Marie-Lannelongue, je crois, qui est numéro 1. Ils sont quasiment à 40% de taux de recours en chirurgie cardiaque, pédiatrique, etc. Sinon, le taux de recours d'un CHU est... Donc je pense qu'il faut aussi, progressivement, mais ça c'est la responsabilité aussi des pouvoirs publics, être capable de revoir l'organisation, ce que nous sommes en train de faire. Hein, mais c'est vous imaginez la lourdeur du dispositif. Puis l'hôpital, il se bouffe des réformes tous les 4 ans. C'est comme les normes incendie. Hein. Vous avez terminé les travaux de normes incendie de votre ascenseur. Les normes ont déjà changé 2 fois. Donc c'est pareil pour les réformes d'organisation des soins à l'hôpital. Il faut aussi laisser souffler un peu les structures. Mais vous avez raison de dire que l'organisation, la spécialisation au sein d'un territoire, c'est un sujet en plus qui émerge. C'est pas un truc dont on parlait il y a 15 ans en France, hein, en tout cas très, très faiblement. Donc c'est quelque chose qui va obliger à réorganiser. Mais encore une fois, moi je ne parle pas centre, je parle coopération. Je parle coopération entre centres, coopération entre équipes, je parle de mobilité pour des interventions spécifiques. Il ne s'agit pas de faire bouger les médecins et les chirurgiens de centre à centre au quotidien. Mais pour des interventions très spécifiques, on parle là de 20 interventions par an dans certains centres, ou 50 au maximum dans certains centres. Je crois qu'on a la possibilité d'organiser les choses en coopération, à l'instar de ce que nos voisins, notamment nord-européens, ont réussi à faire assez rapidement d'ailleurs. Donc ça implique d'avoir une évaluation, mais plus générale, de la qualité dans nos établissements de santé, avec des indicateurs de résultats qui soient plus performants, qu'on ait davantage de transparence dans la publication des indicateurs pour les patients. Je sors un peu du sujet, mais encore une fois, je suis une parturiente, j'ai 25 ans, je veux accoucher, je sais une chose, c'est que j'ai pas envie d'avoir une césarienne, j'ai 3 maternités autour de moi, il y en a une de niveau 2, une de niveau 3, une de niveau 1, peu importe. Je sais que, enfin, je n'ai pas l'information, mais il y a une des maternités dans laquelle le taux de césar va être 2 fois supérieur aux autres. Je n'ai pas accès à ces informations. Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait de la transparence. Je pense qu'il est tout à fait anormal, mais là c'est comme citoyen que je me positionne, qu'un malade qui va se opérer dans un centre ne sache pas qu'à la base, les dés sont pipés. Et que si, malgré la meilleure intention possible de l'équipe, malgré tout l'amour que peut porter l'équipe et le médecin à son malade, à la base, les dés sont pipés. Statistiquement, si vous allez vous faire opérer dans tel centre, vous avez déjà 2 fois plus de risques d'avoir une complication mortelle. Cette information, elle n'est pas accessible au public. On est un pays, de ce point de vue-là, je vous le dis, hein, qui est totalement anachronique. Il y a beaucoup de pays autour de nous dans lesquels ces informations sont disponibles. Et je ne parle pas de l'information par chirurgien.
c'est un autre sujet, on n'en est vraiment pas là. On est ne serait-ce que dans l'information par service ou par établissement hospitalier. Ce n'est pas le classement Le Point qui donne correctement ces informations. J'ai rempli pour ma propre unité neurovasculaire pendant des années l'auto-questionnaire du Point. C'est pas ça qui rend compte de la qualité, de la possibilité pour les malades de sortir. Et si je file la métaphore chirurgicale, il faut des bons indicateurs. J'ai 83 ans, je me suis cassé le col du fémur. Ce qui va compter pour moi, c'est pas de savoir si je vais passer 1 ou 2 semaines de plus en SSR. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir si dans un an, je pourrais faire du vélo avec ma petite fille. Voilà, c'est ça les indicateurs. Et tant qu'on ne sera pas rentré aussi dans cette transparence d'indicateurs, on restera à rebours des politiques d'organisation des soins. Donc ça, c'est une façon d'avancer, de dire attention, il y a un problème. Les professionnels, honnêtement, il m'est arrivé de faire des trucs en politique de santé qui provoquaient des broncas pas possibles. Là, je dois dire que dans le milieu de la chirurgie carcino, tout le monde se rend bien compte qu'il y a effectivement un sujet et qu'il faut guider. Il ne s'agit pas de punir, il ne s'agit pas de montrer du doigt. Je pourfends le terme illégal, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. C'est comment est-ce qu'on accompagne. Voilà. Ok, alors du coup c'est une très bonne introduction à la table ronde vendredi matin à la même heure ici, qui est justement sur les indicateurs de la performance avec Alain Michel Serretti, le président de France Association, donc comment aussi avec les patients. Si, juste parce que terminer, s'il y a une question courte dans la salle, s'il y a quelqu'un qui veut tout de suite le faire, sinon on va terminer cette... alors, Monsieur Pruvot, je vois, c'est lui qui prend la parole le premier, et puis on terminera la table ronde. Je ne sais pas si on peut avoir un micro, je vous fais passer un micro. Voilà, une question du public, réponse courte pour libérer notre invité à l'heure. Donc François-René Pruvot, chirurgien à Lille, par ailleurs président de la conférence des présidents de CME de CHU. Donc, commentaire avec une réponse pour Monsieur le député, peut-être Jean-Robert ou Olivier. Premièrement, les études françaises, elles existent, vous le savez. Elles sont formelles, œsophage, pancréas. Elles ont été publiées il y a moins de 2 ans et il y en a une à venir sur le rectum. Deuxièmement, je conteste le rapport de la Cour des comptes qui dit que les CHU font peu d'activités de recours. La définition du recours en France est extrêmement faite. Elle repose sur des bases très anciennes, notamment celle de la TIH. Quand nous faisons une cholécystectomie en CHU, dans la moitié des cas, c'est peut-être comme nos collègues, nos confrères, dans la moitié des cas, ce sont des pathologies complexes, des prises en charge complexes, des malades avec forte comorbidité. Donc la définition par laquelle on nous donne notre ratio de recours en France n'est pas la bonne. Et donc il faut revoir, et donc c'est la mission que l'on prend avec la conférence des DG de CHU. On va aller voir bien sûr la TIH, la CNAM, et revoir la notion de la définition du recours. Le troisième point, et vous avez raison, les CHU doivent se replacer dans leur galaxie territoriale, et si on ne peut pas faire bouger tous les malades vers des centres hyper spécialisés, parce que culturellement en France, ce n'est pas le cas comme en Allemagne ou bien en Hollande, ça poserait trop de problèmes, je dirais, sociétaux. Il faut former d'autres centres en leur donnant une accréditation, une gradation, effectivement. Et la nouvelle philosophie des GHT, des territoires, nous permet de faire ça avec des outils maintenant extrêmement efficaces, sans faire forcément voyager tous les chirurgiens. Voilà. S'il y a une commentaire, réponse. Bah écoutez, alors merci encore beaucoup d'être venu.